Bonjour à tous, on fait cette petite réunion parce que nous, pour Gilets jaunes, on aimerait bien un petit peu savoir ce qu'est la réforme Blanquer et qu'est-ce que ça a changé concrètement. Parce qu'on regarde ça d'un œil extérieur, sans vraiment bien comprendre les enjeux. Donc voilà, Alexandre pour les Gilets jaunes, on pose qu'on fasse un petit tour de table. Du coup, Flavien, étudiant et Gilets jaunes à la faculté de Lille. Bonjour à tous, moi c'est William, prof en lycée professionnel, entre autres. Alors moi c'est Anthony, je suis prof en collège, donc en zone en REP+, donc réseau d'éducation prioritaire. Je suis Carole et je fais partie des Sous-Marins Jaunes, qui est le groupe d'artistes, un collectif qui soutient les Gilets jaunes. Sophie, je suis professeure en lycée général et technologique et adhérente à Sud Éducation Nord. Et alors du coup, quelqu'un pourrait se charger d'expliquer rapidement ce que la réforme bancaire en général. Alors, déjà, dans un premier temps, parler peut-être de l'article 1. Alors aujourd'hui, on le fait parce que la loi n'est pas encore passée. Mais il faut savoir que à partir du moment où la loi va être mise en place, c'est-à-dire à partir de septembre, cette liberté de parole va être assez difficile. On a quelques exemples où des recteurs n'ont pas attendu septembre pour commencer à taper du poing, avec par exemple une collègue du côté de Dijon qui a été convoquée au rectorat après avoir fait un article satirique sur Emmanuel Macron. Cet article 1, pour préciser, c'est un article qui invoque un devoir d'exemplarité pour les enseignants, ce qui revient à dire que les enseignants ne peuvent plus s'exprimer sur le système scolaire. Mais alors, cette exemplarité-là que le gouvernement propose, c'est peut-être une bonne chose, justement, que les enseignants soient exemplaires et soient des modèles, peut-être, pour nos enfants. Le système, c'est pas un modèle. Il y a beaucoup de critiques à apporter. Si on ne peut pas les apporter, nous, on connaît bien le système de l'intérieur. Ouais. Donc, à un moment donné, si on n'écoute que le discours de l'institution, tout va bien. Tout va bien. Sauf que chacun sait qu'il y a des problèmes. Les parents savent qu'il y a des problèmes. Que le système dysfonctionne. Nous, on est des praticiens de l'intérieur, on peut dire pourquoi ça dysfonctionne. On le voit. Si on n'a pas le droit de le dire publiquement, parce qu'avec ce système-là, avec la loi ça s'appelle loi sur la confiance. D'accord. Soit disant que ce serait une rupture de confiance, le fait de s'exprimer publiquement, finalement. Être en désaccord avec voilà, donc il faudrait simplement critiquer à l'intérieur, etc. Mais bon, de faire confiance au ministre. Sauf que le ministre dit quelque chose, et dans la pratique, c'est l'inverse qu'on voit. Il dit qu'il fait tout pour améliorer le système. Et en réalité, on voit que les budgets sont en diminution, il y a de moins en moins de profs face aux élèves, globalement. Rien que pour dire ça. Le nombre d'élèves par classe, chacun, on n'a qu'à examiner, on voit qu'il a tendance à augmenter, on sait que ce n'est pas les meilleures conditions pour travailler, je vois juste cet aspect-là. Sans parler évidemment de tout le reste, on pourrait parler de la question des réformes. Quoi. Mais du coup, en fait, si je comprends bien, les professeurs n'ont plus le droit de s'exprimer sur leur fonction et le fonctionnement de l'éducation nationale publiquement, comme par exemple en comparatif les forces de l'ordre qui n'ont pas le droit de s'exprimer sur certains sujets de leur sur certains sujets. C'est bien ça l'idée. Le problème, c'est le sens du terme exemplarité. S'il s'agit effectivement d'être un modèle, on va dire, moral, voilà, bien se comporter, être un bon citoyen, etc., ça pose aucun problème aux enseignants, évidemment. Le problème, c'est que le sens, il va être étendu très largement à l'interdiction de critiquer le système. De faire grève, peut-être. Notre camarade. Et effectivement, on en voit les prémices déjà aujourd'hui. Récemment, par exemple, il y a des enseignants du primaire qui ont rédigé une motion pour leur conseil d'école, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Depuis des années, des enseignants posent des motions pour dire, bah voilà, ce truc-là ne marche pas bien, etc. Ils se sont vus rappelés à l'ordre très, très clairement par un courrier du DSDEM, donc, enfin de leur hiérarchie. Donc du coup, voilà, on se demande jusqu'à quand est-ce que on va pouvoir s'exprimer en tant que citoyen, comme c'est notre droit le plus strict. Enfin voilà, ça fait partie des droits fondamentaux. Et avec cet article 1, oui, ça entérine quelque chose. Même moi, je pensais à ça, mais sur des réseaux comme Facebook, vous n'aurez plus forcément le droit de mettre ce que vous souhaitez. Bien sûr.
Et en dehors du fait que ce soit gênant pour les enseignants, il y a aussi, d'un point de vue idéologique, quelque chose qui peut quand même... on peut se poser des questions par rapport à cela, parce que l'école, que ce soit le collège, le lycée ou même à l'école primaire, il y a une espèce... Enfin, c'est un lieu où l'esprit critique de l'enfant ou de l'adolescent va se former. Et ben justement, que va valoir cet esprit critique qui va être initié par des personnes qui n'auront plus le droit d'exprimer le leur. Ce qui est quand même assez dérangeant, peut-être d'un point de vue idéologique. D'accord. Et du coup, là, c'est l'article 1 d'AWA, qu'est-ce que ça comporte d'autre? Parce que moi, j'ai entendu parler de sélection, de privatisation même des lycées. Est-ce que vous pouvez débroussailler un peu tout ça pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément lu grand-chose sur cette loi? En fait, il y a plusieurs lois, en fait, en réalité. Il y a plusieurs... le ministère attaque sur différents fronts en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la réforme du lycée et du bac, qui est déjà en application à la rentrée prochaine. Donc ça, c'est déjà en route. C'est même pas dans la loi Blanquer, dite Blanquer, loi sur l'école de la confiance. C'est un autre aspect. Il y a la loi qui réforme la voie professionnelle et les lycées professionnels, qui est aussi en application pour la rentrée de septembre 2019. Donc il y a aussi la loi sur la fonction publique. Il y a plusieurs lois en fait. C'est tout un patchwork d'ensemble. Donc c'est vrai qu'on simplifie peut-être des fois, mais c'est-à-dire qu'en fait il attaque sur tous les fronts. Bon, donc il doit se mobiliser sur tous les fronts. Voilà. Mais c'est ça un peu la difficulté auquel on est confronté. C'est bon, on peut essayer de rendre un peu plus compréhensible à tous ceux qui nous écoutent un petit peu les enjeux, mais vraiment il y a une attaque sur tous les fronts, sur tous les secteurs. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et tous les parents d'élèves qui nous écoutent ont, j'imagine, des enfants dans tous les différents niveaux. Et il faut qu'ils prennent conscience que l'école qu'ils ont connue ne sont plus la même. C'est une école plus injuste en fait. On va vers un système plus injuste qui va favoriser ceux qui ont plus de capital financier, voire culturel, qui sauront se repérer dans le système, qui sauront s'en sortir. Mais en fait, ceux qui ont moins de sous, qui ont moins de chance, qui habitent les zones les plus défavorisées, vont avoir moins de chance par rapport à ça. Donc vous pensez que ça va... Parce que moi j'avais entendu lors de mes études qu'on n'avait qu'un enfant sur 3 d'ouvriers qui avait le bac, et normalement c'est un enfant sur 3, et on n'a que 1 sur 2 qui arrive à avoir une licence ou un diplôme d'études supérieures. Vous pensez que ça va accentuer encore ces inégalités? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est partout. Donc ça commence dès le plus jeune âge. Au niveau des CP et même des écoles maternelles, maintenant, ce que les lois Blanquer veulent établir, c'est des normes scolaires qui permettront de commencer avec les tout petits à faire une espèce de tri extrêmement tôt. On va déjà classifier les gamins, les mettre en concurrence les uns avec les autres, etc. Ensuite, donc dans les primaires, on supprime les cycles. Alors un cycle, c'est plusieurs années d'enseignement, et donc ça permet de dire bon ben voilà, sur ce cycle-là, un enfant il doit acquérir un certain nombre de savoirs, de connaissances, de savoir-faire. Ça permet aux enfants d'évoluer un petit peu plus à leur rythme. Les cycles c'est terminé, maintenant c'est par année avec des attendus par année, et bien sûr les enfants qui n'auront pas à la fin de l'année ces attendus, on va commencer à les stigmatiser très très jeunes. Alors en LP, je laisserai un camarade en parler puisqu'il y travaille sur la réduction des heures de cours, notamment dans les matières générales, français, mathématiques, etc. Et puis au lycée général et technologique, c'est ce système d'options qui au départ était annoncé comme très libre, on peut prendre les options qu'on veut, etc. Ça a été présenté comme ça. En fait, dans la réalité, dans la pratique, ça va absolument pas être ça, bien sûr, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir après. Toujours est-il que choisir un parcours, et un parcours qui, à terme, sera épanouissant d'une part, parce que c'est quand même le but des enseignants, c'est d'épanouir les élèves, c'est pas de les mettre dans des cases pour servir les intérêts du système économique. Quels choix d'options seront les meilleurs et qui sont les familles qui sauront se dépatouiller dans ce système un petit peu nébuleux? Forcément, c'est ceux qui auront effectivement le meilleur capital culturel, d'autant plus que parallèlement,
les lois Blanquer détruisent le système d'orientation, puisque les CIO ferment, que maintenant l'orientation, elle va devoir être faite. Oui. Et oui, il y a fermeture des CIO. Donc un seul CIO par département. Voilà, c'est ça. Une réduction drastique. Les centres d'information et d'orientation. Voilà, oui. C'est là où tous les lycéens on va en voilà. première. Enseignement sur ce qu'il vaut mieux faire, etc. Et donc, en fait, les compétences des gens, des CIO, sont transférées aux enseignants. Alors, c'était un vrai métier. Voilà, on pouvait travailler en CIO, c'était un vrai métier. Et puis tout d'un coup, on dit à des gens qui n'ont pas suivi la formation pour ça, mais maintenant c'est vous qui allez le faire. Alors bon, forcément, un prof de français qui va encourager au fil littéraire. Évidemment, d'abord c'est faussé, et puis il n'y a pas forcément une réelle compétence en termes d'orientation. Donc bon, on va arriver dans ce système-là, effectivement, à des gens qui savent jouer avec le système, et puis d'autres qui savent pas et qui en sont victimes. Mais ça me fait penser justement quand il y a eu, par exemple, l'année dernière, la suppression des contrats aidés. Ça aussi, ça joue avec l'éducation nationale actuellement, avec par exemple des enfants en difficulté qui ont besoin d'auxiliaires de vie scolaire et qui aujourd'hui se retrouvent, énormément de familles qui se retrouvent sans auxiliaires de vie scolaire à cause de la suppression des contrats aidés. Et du coup, les enfants qui sont en difficulté ne peuvent pas forcément être aidés. Donc ça veut dire qu'on arrive à délaisser les enfants qui sont en difficulté et on va favoriser l'élitisme au final avec, comme tu disais tout à l'heure, les enfants qui ont un plus gros capital culturel ou financier. C'était ce que Bourdieu disait avec les 3 capitaux. Et c'est ça au final, c'est qu'on se retrouve dans un système qui est complètement enfermé dans une entreprise, une sorte d'entreprise en fait, où les meilleurs montent et les... C'est un système à 2 vitesses, parce qu'il faut voir, on peut se dire, mais c'est quoi leur but? Leur but, c'est que, il y aura toujours des écoles pour riches, ou des écoles d'élite, ou un supérieur pour riches, ou d'élite, où on va pouvoir former une minorité que le système a besoin, et après on a besoin d'une masse d'exécutants, avec qui il faut avoir une formation de base minimaliste. Plus de 40% des jeunes à l'issue de la 3e dans notre région vont au lycée professionnel. Donc c'est quand même un volume très important. Et parmi ce volume-là, c'est plus de la moitié, c'est plus de 60% des jeunes issus de familles ouvrières qui vont au lycée professionnel. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Or, la réforme telle qu'elle prévoit, telle qu'elle est prévue, pour la rentrée prochaine, c'est bien une diminution des volumes horaires de formation, déjà, de façon globale. C'est-à-dire le nombre d'heures d'enseignement qui sera consacré diminue, en disant qu'ils travaillent trop. Et en réalité, ça c'est une baisse de la qualité de la formation. Je rappelle qu'on a déjà baissé il y a 10 ans. On est dans la suite de réformes du gouvernement précédent. En 2009, pile il y a 10 ans, le lycée professionnel, le bac professionnel s'obtenait au bout de 4 ans. Maintenant, on l'obtient au bout de 3 ans. On a supprimé une année de formation. L'objectif était de dire, chaque fois il y a un argument un peu démagogique, qui était de dire que le lycée professionnel est un lycée comme un autre. Sauf que derrière, il s'agissait d'acquérir un métier, globalement. Donc ça veut dire que le temps de formation professionnelle, de fait, a été réduit. Là, on réduit encore les volumes, de façon générale, dans l'enseignement professionnel, mais aussi dans l'enseignement général. Il y a une diminution forte de ce qui est français, mathématiques, etc. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir une formation minimaliste. Je rajoute, sur les 3 ans, la première année de seconde, elle sera encore plus générale. C'est-à-dire qu'avant, on était déjà sur un métier précis. Par exemple, vous voulez être maçon, c'était en seconde, métier de maçonnerie, vous voulez être peintre. Dorénavant, ça sera une seconde métier du bâtiment. Beaucoup plus généraliste. D'accord. Où vous toucherez un peu à tout. Alors on pourrait se dire, c'est bien, celui qui ne sait pas encore forcément, sauf que ça c'est un argument démagogique. En réalité, on sait très bien que dans nos lycées, aujourd'hui, il y avait toujours des passerelles possibles. Celui qui voyait qui ne se plaisait pas, d'ailleurs les gamins, souvent dans les lycées du bâtiment, des fois ils pouvaient faire un petit stage de 15 jours dans la filière d'à côté pour voir si c'était ça qui leur plaisait mieux. Enfin, il y avait toujours des moyens d'adaptation, sauf que là, au nom du fait on détruit ça, et on installe des secondes communes, troncs communs,
par grande filière de lycée. Donc c'est pour ça que les enseignants disent qu'en réalité, on était passé de 4 à 3 ans, maintenant on va passer peut-être pas à 2, mais à 2,5 quoi. C'est-à-dire qu'on a, on va avoir un niveau de qualification qui sera bien moindre, mais en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est que les jeunes aient un bagage minimum, puisque après c'est en entreprise façon telle entreprise, le patron va se former, mais voilà le minimum. C'est ce que vous me dites, moi ça m'inquiète quand même parce que notre gouvernement a quand même dit que toutes ces réformes visaient à favoriser l'accompagnement, à offrir plus de possibilités. Et ce que vous me dites, c'est tout l'inverse en fait. Dire que le gouvernement utilise des arguments démagogiques, c'est quelque chose qui se voit à tous les niveaux. Si on reprend par exemple pour la maternelle, l'obligation de scolariser un enfant de 3 ans, donc c'était 6 ans avant, maintenant c'est 3 ans, bah de façon, tout le monde va se dire c'est super bien, c'est vrai que se dire l'instruction obligatoire à partir de 3 ans, ça va permettre d'avoir de moins en moins de personnes en difficulté plus tard. Sauf que les faits sont les suivants. En métropole, il y a déjà 98% des élèves qui sont scolarisés à partir de 3 ans. Et finalement, cette mesure, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va favoriser tout ce qui est inégalité sociale. Dans le sens où une commune est obligée de financer en partie la scolarité d'un enfant qui est en âge d'être scolarisé, c'est-à-dire à partir de 6 ans. Maintenant, si on descend à partir de 3 ans, l'obligation va se faire aussi pour les maternelles, notamment privées. Donc ça veut dire qu'on ne va pas forcément augmenter le budget au niveau de la commune pour ce genre de choses, qu'on va piocher très certainement l'argent des maternelles publiques pour donner aux jardins d'enfants et aux maternelles privées. Donc forcément, d'un point de vue parent, j'ai les moyens, je veux le meilleur pour mon enfant, je vais donc le mettre en maternelle privée. J'ai pas la possibilité de le faire, il ira en public. Il ira en public avec peut-être moins de moyens, avec peut-être moins de possibilités. Plus d'élèves aussi du coup. Oui, peut-être aussi. Oui. C'est un facteur très important parce que effectivement, plus on dégrade les conditions de travail des enseignants comme des élèves dans les établissements publics, et plus on fait le lit du privé. Et l'impression, c'est que c'est effectivement ce qui est recherché. D'ailleurs, ça entre aussi en concordance avec la création des EPLEI. Alors ça, c'est les écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement international. Alors ces EPLEI, ils doivent être financés en partie par des fonds privés et ils opèrent une sélection des élèves dès l'entrée. Ce qui veut dire en gros des écoles pour les gens qui ont un capital financier et culturel important. Et donc finalement on revient à des choses qu'on avait connues au début du XXe siècle, ce qu'on appelait à l'époque les petits lycées, qui étaient des lycées où on triait vraiment très sévèrement. Et ça enterre complètement l'idée d'un système scolaire égal pour tous et donc qui donne à tous. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ce sont des établissements publics qui vont avoir des fonds privés. Oui. D'accord. Et qui donc, oui, c'est très très grave. Hein. Donc en fait, ce système va fonctionner un peu comme fonctionnent les lycées français à l'étranger. Sauf qu'il n'y aura pas de frais de scolarité. Alors, je ne sais pas s'il n'y aura pas de frais de scolarité, mais je pense que non. Enfin, ce sera réduit à minima, comme dans tous les lycées. On achète quelques livres, manuels scolaires, etc. Mais en plus, ces établissements, ils sont prévus aussi pour déroger aux règles pédagogiques des autres établissements. On ne va pas y enseigner la même chose d'une manière aussi stricte, etc. Alors on est dans les établissements scolaires, et en particulier là, avec la réforme des programmes du lycée, on est dans des choses qui cadrent beaucoup plus qu'avant les enseignements, ce qui doit être enseigné, avec une perte énorme dans plein de matières, notamment en lettres, de la liberté pédagogique des enseignants. Là finalement on pourra déroger et puis donner à ses élèves quelque chose d'autre. Voilà. Et mais là encore on n'est plus sur une égalité de traitement entre
les différents élèves. C'est un vrai changement au final philosophique de l'école de la République. Bien sûr. C'est une attaque idéologique. Ce qu'il faut bien voir, c'est alors, il y a un des aspects, on l'a pas encore évoqué, c'est que, y compris dans la réforme du bac, etc., il y a la place du contrôle continu qui est plus important. Je crois 40%, 45% à peu près. Dorénavant de la note du bac qui sera donnée par contrôle continu. Alors ça, c'est présenté un petit peu de façon démagogique, hein, pour éviter que l'examen soit couperé de la fin, soit... sauf que ça, c'est le risque d'avoir, bien évidemment, des différences en fonction des zones et des établissements. C'est le poids du local qui apporte... Et puis c'est un école de stress aussi. Oui, le stress, il est permanent, peut-être. Il y a une sociologue qui s'appelle Beverly Scales, qui avait étudié en effet que le contrôle continu, en effet, favorisait les gens qui, dans leur vie matérielle, se passait bien. Par exemple, moi, j'étais fils de prof, sûr qu'à la maison, j'étais dans des conditions pour travailler. Par contre, moi, j'ai des amis qui habitent dans les quartiers populaires ici à Lille, quand ils sont à 10 dans un appartement de 50 mètres carrés, pour réviser les contrôles du lendemain, c'est toujours beaucoup plus compliqué quand on est dans une chambre avec trois frères et sœurs que lorsqu'on a sa chambre à soi pour travailler. C'est ça que je veux dire, en fait, quelque part. D'une part, ça, et d'autre part, c'est quoi la valeur du diplôme à l'arrivée? Parce que on va dire, ok, d'accord, t'as le bac, mais c'était quoi ton lycée? C'est ça, exactement. Tu l'as passé où? Tu l'as passé à Baudelaire ou B. Et ça, ce sont des mécanismes que effectivement, vont jouer et qu'on voit déjà à l'œuvre dans Parcoursup. Sur la première année de Parcoursup, on a bien vu clairement que certaines écoles, finalement, triaient les dossiers en fonction de l'origine scolaire des élèves. Exactement. Avec, par exemple, le lycée Henri IV ou Paris, il y avait plus de 98% des élèves qui étaient pris pour une première année de licence, alors que dans les lycées de banlieue, on était plus sur du 75% d'élèves refusés. Alors que ces personnes-là avaient le bac. On a même eu dans le Nord une fille qui avait eu 18 au bac et qui au final se retrouvait sans rien à la fin de l'année parce que Parcoursup on a décidé autrement, parce qu'elle est dans le lycée. Ne venait pas du bon lycée. C'est une vraie discrimination par rapport au lycée. Et encore une fois, ça fait, voilà, c'est historiquement, le bac, c'est le premier diplôme universitaire. Oui, absolument. C'est pas un diplôme de fin d'études. C'est un diplôme universitaire, absolument. Qui conclut tes études de lycée. C'est le premier diplôme universitaire qui permet d'accéder à l'enseignement supérieur. Ce qui veut bien dire que c'est le même partout. Alors que là, on se dirige de plus en plus vers un bac qui va conclure tes années lycée. Avec donc un truc qui est très lié au lycée dans lequel tu étais. Et ça c'est vraiment le renforcement d'une concurrence à tous les niveaux, entre les élèves, entre les établissements. Et donc, quel type de politique vont adopter à terme les établissements scolaires pour avoir les meilleurs élèves possibles, etc. Enfin, et là encore, on va courir à toujours plus de concurrence, à toujours plus de sélection, et on perd complètement de vue ce qui est, enfin, à mon sens, ce qui devrait être le but de l'école, c'est-à-dire avant tout d'épanouir les enfants, de leur permettre d'exploiter leur qualité, et ils en ont tous, en appliquant des méthodes pédagogiques plus alternatives, etc. On est aux antipodes de cette école-là. Là, ils ont fait une concurrence sur les spécialités de première, parce que dorénavant, le bac, on a fini avec les filières L, ES et S, tout ça, maintenant c'est avec des spécialités. Il faut choisir parmi 12 spécialités possibles. Il y a un panel de spécialités dans lequel l'élève va devoir choisir. Il va devoir choisir 4. À quel âge en seconde, quoi. Oui, 15 ans. Comme si à 15 ans, on savait déjà ce qu'on allait faire dans notre vie. Il va choisir 4 spécialités, après il peut en garder 3 en terminale. Mais sauf que. Ouais, c'est 3-2. Sauf que c'est pas 3-2. Ouais, 3 en première et puis 2 en terminale. Donc la palette possible, c'est 12. Sauf que tous les lycées n'offrent pas 12. Hein. Justement, comment les lycées de centre-ville, ils en offrent 12, ou 10, ou 11. Les lycées de banlieue, ils en ont que 6 ou 7. Voilà. Forcément. Ils n'ont pas le même accès aux études. Et oui. Moi, je disais aussi, par rapport à ces aspects-là,
il y a même un risque, alors ça n'a rien à voir avec l'enseignement pour le coup, mais il y aura une stratégie pour les parents en fait, simplement même au niveau de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a certains quartiers qui vont prendre des prix en immobilier, parce que forcément on ne tuera plus des lycées de secteur. Quand on habite à 2 rues, le lycée sera plus tendancieux. Il y aura toujours lycée de secteur. Il y aura toujours les lycées de secteur, parce que moi je croyais que ça s'était fini, la carte et tout ça. Le lycée de secteur, ça accentue cet effet immobilier qui va faire qu'il y aura des stratégies de s'installer dans les bons quartiers pour avoir le bon lycée. Enfin, un peu comme aux États-Unis en fait, il y a une vraie stratégie sur le long terme. Justement, tu fais bien de parler de ça parce que je connais très bien le système éducatif américain. Et ce que vous êtes en train de me décrire depuis tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On choisit les matières qu'on veut, il faut qu'on ait tant de points, l'examen qu'on passe à la fin de l'année est une validation de la fin des études au bout de 12 années, et non un diplôme qui est le premier diplôme qui nous permet de rentrer à l'université. On voit très bien la différence entre des lycées qui sont dans des zones peu habitées, rurales, et les lycées qui sont dans les grandes villes. Le manque de moyens aussi, même dans les grandes villes, par rapport au quartier. Les gens qui ont la possibilité financière de le faire mettent leurs enfants dans des lycées. Les fameux lycées dont tu parlais, ce programme en question, eh bien, me parle parce que je connais des parents qui ont mis aux États-Unis leurs enfants dans des lycées qui leur ouvrent des portes sur tout ce qui est le monde extérieur aux États-Unis, alors que d'autres qui sont à 10 km ont des conditions de travail absolument déplorables. Et c'est vraiment ce vers quoi on tend. Et moi, quelque chose qui m'inquiète, c'est la disparition de la philosophie, de la sociologie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, en tant que prof, pourquoi est-ce que c'est grave que ça disparaisse? Alors, c'est une question qui déborde effectivement très largement, on va dire, le système scolaire et l'éducation, l'histoire, les sciences humaines, la philosophie, la sociologie, les lettres, sont des matières justement qui concourent au développement de l'esprit critique, à la compréhension de l'écrit et de l'oral, qui sont à la base, vraiment à la base, et je ne méprise pas du tout les matières scientifiques pour autant, hein, mais qui sont à la base vraiment d'une réflexion de citoyens, d'une réflexion de personnes qui ont une liberté de penser, liberté de juger le système, liberté de s'y insérer et d'y muter dans les directions qu'ils choisissent, voilà. Donc ce sont des matières effectivement extrêmement importantes. Et on constate par exemple qu'avec la réforme du lycée, pour ce qui concerne la spécialité histoire, littérature, philosophie, philosophie et littérature sont associées. Alors que bon, d'autres choix étaient possibles, mais ce partage de l'horaire entre les deux disciplines, ça va réduire la part de chacune de ces disciplines à 2 heures, voire une seule heure en classe de première, sur une épreuve de 2 heures. Et donc, comment est-ce qu'on peut garantir dans ces conditions la construction chez les élèves d'une pensée construite sur un temps aussi contraint. De développer la réflexion, c'est pas possible en une heure. En fait, ça veut dire que les élèves ont plus de boulot à faire chez eux pour pousser un peu leur connaissance. Quoi. Et là, on retombe sur le même problème. Et le poids de la philosophie pas égaux, diminue aussi au bac. Oui. Après, c'est tout ça, il y a différentes notes. Oui. Vous savez, elles sont coefficientées. Oui. Au bac, la philosophie diminue. Le français aussi. C'est vrai, ensemble. Donc ça, c'est aussi un problème. Les profs de philo sont très en colère contre ça. Et c'est vrai que, genre là, comme j'ai été au lycée il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'est notre genou aussi. Il y a 2 ans, c'est vrai que par exemple des matières qui n'étaient pas très, qui permettaient la réflexion justement, qui permettaient de réfléchir. Moi, j'étais en bac économique et social. C'est vrai que par exemple en option, j'avais pris sciences politiques. C'était 1 heure par semaine. 1 heure, ou alors le premier semestre, en gros, on pourrait dire, même s'il n'y a pas de semestre au lycée, et le deuxième semestre, c'était 1 heure tous les 15 jours. À quel moment 1 heure tous les 15 jours ça peut pousser à la réflexion? La philosophie, c'était 2 heures.
Enfin, c'est très peu pour ça. Et justement, là, en fait, si je comprends bien, on va pousser les élèves à ne plus forcément réfléchir sur certains sujets, mais juste à appliquer et à suivre comme un peu des moutons, j'ai envie de dire, hein, c'est un peu comme ça. Mais si on va même plus loin, je pense que l'objectif là du gouvernement, c'est de ne plus faire en sorte qu'il y ait des personnes qui soient contre le gouvernement en soi, peut-être. Genre, c'est-à-dire de ne plus être poussé à réfléchir sur justement, est-ce que le gouvernement, ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et juste appliquer en fait ce qu'on nous demande tout simplement, quoi. Oui, c'est un peu. Ça semble être. Et dans la même logique, si on regarde les programmes des sciences économiques et sociales, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une diminution drastique au niveau des programmes de toute la part sociologie, où justement on va réfléchir sur la société, au profit d'apprentissage, de connaissances sur l'économie elle-même, avec bien sûr une espèce de... Enfin, on pousse, alors bien sûr les enseignants après enseignent avec une certaine liberté quand même, mais bon, l'idée des programmes, ça paraît quand même être la glorification du système capitaliste. Hein. Ouais, c'est dramatique parce que du coup, par rapport à l'article 1, du coup, sur la loi de la confiance, là, du coup, les professeurs ne pourront plus prendre une certaine position dans leur cours. Parce que c'est vrai que moi, j'avais parce que l'économie, je le dis sans arrêt, moi, je suis encore étudiant, même si pour l'instant, c'est un peu en stand-by. L'économie, il y a en effet deux visions qui s'opposent depuis les débuts de cette science. Est-ce que du coup, en effet, les hétérodoxes ont encore leur part à dire dans l'économie, ou on va enseigner l'économie dominante c'est exactement mais c'est déjà en train de se faire dans des lycées. Moi, je connais des profs qui se sont plaints, justement, et certains qui refusent même les manuels qui leur sont proposés, parce qu'il n'y a qu'une seule doctrine qui est enseignée, une seule doctrine qui est dans les manuels, et ils refusent carrément les manuels qu'on met à leur disposition, parce que ça ne leur permet pas d'enseigner l'économie avec la diversité qu'elle a depuis des années, avec les différents penseurs. Et je pense à ça en référence aux États-Unis. C'est que si on se met à fonctionner dans l'éducation de la même manière, on va se retrouver avec des générations de personnes qui auront perdu la culture générale, la connaissance de base des choses toutes simples qu'on apprenait et que on gardait en mémoire, des références historiques ou sociales collectives qui pouvaient être partagées entre les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents, parce que maintenant les gens vivent de plus en plus longtemps. Et j'ai déjà remarqué que à certaines conversations familiales, des adolescents n'ont plus ces connaissances ou ces notions parce que ça a été soit éliminé des programmes, soit parce que voilà, c'est pas intéressant, ou non, on arrête de lire des livres. Ça, c'est un vrai problème aussi. Et donc, je pense qu'on est en train, avec ce genre de loi, d'aller vers un abêtissement de la population. Moi, ça m'inquiète un peu. Et l'abêtissement, mais pas pour tout le monde. Parce qu'à partir du moment où les parents ont de l'argent, où les parents même sont cultivés, ils peuvent transmettre à leurs enfants ce goût du savoir. Si les parents n'ont pas passé beaucoup de temps à l'école, on ne leur a pas fait aimer l'école, et pour X raisons n'ont pas accès au savoir, eh bien ils ne peuvent pas transmettre ça à leurs enfants. Et l'origine de l'école publique, c'est justement avoir accès à ce savoir, à ces connaissances. Et là, on est en train de faire une énorme marche arrière. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave pour une partie de la population qui, de fait, ne peut pas pallier ce qui va disparaître. Et ça, franchement, c'est grave. Mais pour aller dans ton sens, si on regarde le volume horaire, c'est-à-dire les heures de cours de français, histoire, géographie en lycée professionnel, qui était déjà peu volumineux,
baisse encore plus avec la réforme qui est prévue. Et par contre, on réinjecte des heures, ce qu'ils appellent de la... On va pas rentrer dans la technique, mais c'est du français utilitariste, quoi, quelque part. On axe beaucoup plus sur le métier. On va faire en sorte que les cours de français soient un lien. Alors bon, c'est un débat. Comme il existe l'anglais commercial, l'anglais scientifique. Voilà. Est-ce que les cours de français vont devoir simplement corriger les CV, etc. Peut-être pas que, mais oui, il y a une tendance qui va pousser un peu pour mieux les préparer, mieux se présenter. Voilà, mais vous voyez, c'est effectivement du français très utilitariste. On risque d'abandonner les heures qui te permettaient aussi de faire de la culture, de la littérature, etc., qui permettaient d'ouvrir l'esprit. Parce qu'on n'est pas simplement, en réalité, on n'est pas en train d'avoir quelqu'un qui va arriver à la machine, quoi. On doit avoir un esprit, et les horaires d'histoire géo servaient aussi à ça. Là, c'est la portion congrue. Alors, on veut fabriquer des bons exécutants. Qui réfléchissent pas trop, surtout. On va plus former des élèves, on va former des travailleurs, après... les exécutants, la moisson... du système. Voilà. Et c'est concordant avec le fait que les lois Blanquer poussent aussi, survalorisent l'apprentissage plutôt que justement cette formation qui permet d'élargir. Et en fait, ça répond quand même d'une logique très libérale, c'est-à-dire que c'est pas parce que les élèves seront plus facilement des exécutants, comme tu dis, qu'ils vont trouver forcément de l'emploi. Le problème de l'emploi, c'est pas la formation des élèves aujourd'hui, c'est qu'on a 2 millions de chômeurs et il y a à peu près 300 000 places disponibles. Donc même si les 2 millions, comme dirait Edouard Philippe, bougent un peu le cul, parce que c'est ça qui les laisse comprendre, même si les 300 000 emplois sont remplis, il reste 1 700 000 chômeurs sur le carreau, développés à l'école. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, ça peut toujours jouer, ça peut toujours... moi je me mets à la place d'un... Alors, je suis pas patron, je ne saurais jamais, je pense. Je me mets à la place d'un patron, je vois 3 candidats au même niveau, forcément je vais favoriser celui qui a une meilleure expression, celui qui va avoir plus de culture, qui va avoir plus de références. Et en fait, là, quelque part, en effet, on dénature un peu tout ce savoir français. Donc, après, là, on va peut-être commencer à conclure. Les prochaines échéances, du coup, de ces lois, c'est quand? Parce que vous me disiez que c'était mis en application en septembre, c'est déjà passé à l'Assemblée, Tout est déjà passé. Tout est bouclé. Je voudrais juste terminer sur quelque chose aussi par rapport à la baisse de niveau. Comme je l'ai dit, je suis prof en collège, notamment en RAC+. Et il y a quelques données qui sont tombées, et notamment qui ont été médiatisées sur justement le brevet des collèges, qui n'est pas a priori un diplôme des plus importants, mais quand même il a le mérite d'exister. Et ce brevet des collèges, ce DNB comme on l'appelle maintenant, ce DNB, si on doit juste regarder l'épreuve terminale, enfin les épreuves terminales, eh bien il n'y a que 42% des élèves qui réussissent à avoir la moyenne. Donc ça veut dire que si on se base uniquement sur ça, il n'y a que 42% des élèves qui le passent, qui l'obtiennent. Et il y a le contrôle continu derrière. Ce qui, quelque part, signifie un petit peu que cette baisse de niveau, parce qu'il suffit de regarder aussi les sujets de DNB qui ne sont pas forcément les plus compliqués non plus, cette baisse de niveau, elle est déjà effective en collège. Et les collègues de lycée peuvent l'attester en voyant cela sur les ondes. Donc si on extrapole un petit peu et qu'on regarde... C'est 50% de la note. Je crois même un peu plus. Parce qu'il y a les compétences, il y a pas mal de choses en collège. C'est ça qui rattrape. C'est ça qui rattrape un petit peu le problème. Et donc si on extrapole un petit peu et qu'on commence à introduire beaucoup de contrôle continu au niveau du baccalauréat, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il ne va pas y avoir une baisse de niveau à ce sujet-là? Pour revenir aussi sur le fait que ce soit une mesure inégalitaire, eh bien le brevet des collèges, en fonction de la zone où ça se passe, les chefs vont être plus ou moins bienveillants, chefs d'établissement. Parce que les personnes qui valident les compétences qui sont 50 à 60% du DNB, ce ne sont pas les enseignants, ce sont les chefs d'établissement. Alors des fois avec consultation des enseignants, des fois sans consultation. On a déjà vu plusieurs cas de figure. Alors forcément, le chef d'établissement, lui, son intérêt, c'est de montrer un fort taux de réussite, donc il va valider tout le monde. Donc forcément, voilà, je ne sais pas, je suis pas dans cette voie-là, mais tout de suite. Donc, du coup, forcément, si on extrapole au baccalauréat, forcément, un bac en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'il va valoir la même chose qu'un bac obtenu Paris 16e, quoi. C'est ça aussi toute la question. Donc on reste mobilisé.
Voilà. Parce qu'en fait, tout est joué, mais enfin tout a été effectivement voté. Bon, il y a quand même des choses qui ont été retirées du projet de loi initial. La réunion, par exemple, au niveau administratif des collèges et des collèges, il y a déjà eu quand même quelques combats gagnés. Il y a quelques articles qui ont été retirés. Et c'est pas parce que cette loi elle a été votée et qu'on commence à la mettre en application que tout est joué. Donc il faut continuer à être. Pour exemple, le CPE avait été voté par les deux parlements, et l'État de chacun. Non, ça prouve encore une fois qu'il y a nécessité, je pense, de convergence des luttes et que je pense que tout le monde est concerné par cette réforme parce que on est tous amenés à avoir soit des enfants, soit de la famille, soit des amis, à se retrouver en lycée, à se retrouver à l'école de toute façon. Donc évidemment, il faut créer justement des liens entre les différentes luttes pour pouvoir se mobiliser tous ensemble. Et moi, de ce que je perçois, alors que je ne m'y connaissais pas trop dans cette réforme, c'est que le gouvernement, voilà, il tape sur les cheminots, il tape sur les salariés du privé, et maintenant il va taper sur les élèves, quoi, plus simplement. En fait. Cette loi, vraiment, j'ai l'impression qu'elle est à destination, comme tu disais, créer des exécutants plutôt que des étudiants, en fait. Et c'est dommage, parce que l'école publique française permettait quand même, certes, l'ascenseur social il est un peu bloqué aujourd'hui, mais à la base, dans l'idée, on avait quand même l'opportunité d'arriver jusqu'à la fac, et aujourd'hui, je vois que les portes se referment les unes après les autres au fur et à mesure des mesures. Donc, et pour éviter de rester sur un tableau un peu tout noir, tout blanc, il faut quand même préciser que le système de l'éducation nationale actuel est un système qui reste inégalitaire et qu'il y a des choses à changer. Mais par contre, changer, parce qu'on a déjà vu par exemple des sondages dans les médias, est-ce que Blanquer a raison de réformer l'éducation nationale? Alors la réponse est oui ou non, il n'y a pas d'autre choix, donc forcément ça met en position de force. Alors, la vraie réponse à cela, c'est oui, il a raison de réformer l'éducation nationale, mais non, il n'a pas raison de le faire comme il le fait actuellement. D'accord. Absolument, oui. Et c'est peut-être bien qu'ils consultent un peu plus les enseignements, enfin les enseignants, les parents d'élèves, voire les élèves directement. Les professionnels de l'éducation, quelque part. Oui. Ils ne sont jamais consultés quand il y a quelque chose qui est le plus à même de savoir ce qu'il faut changer. Bien sûr. Ils jouent un petit peu la carte de la démagogie. Oui, c'est sur ça. le fait que parfois les fonctionnaires ont mauvaise presse. Oui. On veut jeter cette chose-là. C'est des feignants. C'est des feignants. D'ailleurs, il y a une des mesures nouvelles, bon ça concerne directement les enseignants, mais peut-être que ça va être médiatisé. On va chercher à médiatiser ça pour montrer. On voudrait nous obliger dorénavant à avoir au minimum 5 jours de formation obligatoire pendant nos vacances. D'accord. Non payé, forcément. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est des arguments un peu démagogiques pour dire qu'on ne fait rien. Sans voir que toutes les enquêtes sérieuses ont montré que le temps de travail réel d'un enseignant qui doit préparer un cours, et il n'arrive pas comme ça en claquant des doigts, qui doit corriger ses copies, qui doit les recherches, tout ce qu'il y a à faire, pour améliorer ses connaissances, etc. Il est proche des 40 heures par semaine, en réalité. C'est ça, c'est des chiffres. 42, oui. Voilà, mais bon, j'y allais modérément en disant 40 heures. Enfin, en tout cas, il est au-dessus de 35 heures. Oui, de ce point de vue-là. On éloigne du match qu'ils essayent de voilà, les enseignants, ils bossent le dimanche chez lui, on peut parler de comme tu disais, la lecture, ça fait partie de la formation permanente que vous devez faire en tant qu'enseignant. Bien sûr, les recherches. Si on veut faire quelque chose qu'on ne soit pas un enseignant crevé, qui arrive devant ses élèves fatigués et qui fait du mauvais boulot, il faut qu'il ait à un moment donné le temps de digérer ses connaissances, de se poser, de bien préparer les choses, et d'avoir... c'est important. Au-delà de... Bien sûr, il y a une question dont j'ai parlé tout à l'heure, le nombre d'élèves par classe, mais c'est pas que. C'est aussi le temps de travail des enseignants, la qualité, à un moment donné, y compris... Le temps de concertation aussi, parce qu'on nous parle depuis des années déjà de travailler de manière transversale, de faire des liens entre les matières, etc. Parfait, très bien, j'ai rien contre, au contraire, je trouve que c'est plutôt une bonne idée à la base. Sauf que, comment on fait pour travailler avec des professeurs d'autres matières si on n'a aucun temps de concertation? Ça veut dire qu'on va encore ajouter à nos 40 heures hebdomadaires ce temps de concertation. Enfin, il arrive un moment où... Les enseignants ont droit à la réduction de temps de travail. Mais quand même, bien sûr. En tout cas, c'est qu'à la CGT, on le dit. La réduction du temps de travail. On a besoin de façon forte
Parce qu'aujourd'hui, les enseignants ne peuvent pas se voir, ils courent sans arrêt. Voilà, il faut. Voilà. Malgré l'image que parfois médiatiquement les médias aiment bien projeter. C'est important pour la qualité du service rendu de ce point de vue-là. On peut donner un exemple assez parlant sur la question du temps de travail. Au début des années 70, un professeur de français dans un collège, par exemple, faisait son temps de travail, donc pour un professeur certifié, 18 heures de cours semaine, avec 2 classes de 6e, parce qu'il y avait des dédoublements, etc. Donc voilà, donc 2 classes de 6e, 18 heures de cours par semaine, avec une partie en demi-classe. Bon. Moi, j'ai commencé à travailler au milieu des années 80 avec 3 classes, plus 2, donc ça veut dire évidemment plus de préparation, plus de correction de copies, etc. Lorsque j'ai quitté le collège il y a 4 ans, on était sur 4 classes, hein, toujours pour le même horaire de 18 heures semaine. Et maintenant, de plus en plus fréquemment, on est sur du 4 classes et demie avec des classes partagées. Enfin, c'est voilà. Donc une impression. C'est beaucoup plus. Ah bah c'est marrant, évidemment. Je veux dire, au lieu d'avoir 50 élèves, on en a 200. C'est pas le même travail, c'est une évidence. Et il est à remarquer quand même que sur ce temps-là, hein, entre le début des années 70 et aujourd'hui, le temps de travail a baissé. Hein, il est passé de 42 heures à 35 heures. Le temps de travail des enseignants, lui, il n'a jamais été modifié. On est toujours sur le même horaire. Donc, et charge de travail. Et avec beaucoup plus de travail. Ce qui est dangereux dans toute cette légende urbaine qui est créée autour des enseignants, hein, c'est qu'aux yeux du public, quand le gouvernement tape sur les fonctionnaires, les enseignants, ça détruit la confiance qu'il peut y avoir, un lien entre le parent d'élève et l'enseignant. Et c'est dangereux, une république où l'école n'est pas glorifiée quelque part, je veux dire. Parce que même respectée. Et respectée, simplement. Simplement respectée, Moi, j'ai eu l'occasion d'être prof remplaçant en primaire. J'ai vu que le lien avec les parents, c'était pas le lien que moi je connaissais quand j'étais gamin. Et le respect, en effet, avait disparu pour certains complètement. On était des feignants, machin truc. Et c'est dangereux, quoi. Et ce dont tu parlais, les 5 jours en question pendant lesquels les professeurs, les enseignants vont être obligés de travailler, alors c'est une formation, c'est ce qui a été dit. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est au premier jalon pour supprimer la 5e semaine de congé payé. Parce que c'est ce qu'ils ont dans la tête, ils en ont parlé de temps en temps. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait penser à ça, et je me suis dit, on est mal parti. Alors, j'espère avoir tort, mais j'ai comme un doute quand même. Donc, pour conclure, peut-être une date qui est prévue là, dans les futures mobilisations sur l'île. Je sais pas si vous avez quelque chose à annoncer là-dessus. Alors, actuellement, il y a des mouvements de résistance. Les professeurs de philosophie qui doivent actuellement corriger leur copie de bac, dans de nombreux endroits ont décidé qu'ils ne rendraient pas, alors ils vont corriger les copies, ils vont les noter. Dans certaines académies, ils ont même décidé de déposer chez l'huissier leurs notes, mais ils ont dit on ne rendra pas nos notes tant qu'on n'aura pas obtenu au moins l'ouverture de négociations. Y compris à Lille. Bien sûr, oui, il y en a à Lille aussi, il y en a à Toulouse, il y en a dans plein d'endroits en France. Chez les professeurs de français, il est question aussi, d'une éventuelle rétention des notes, mais bon, ça c'est pour les professeurs de français, comme c'est en première, il n'y a pas tellement d'efficacité de ça. Par contre, nous on a des oraux de bac, et donc il est envisagé des grèves pendant les oraux de bac. Après, bien sûr, il y a le brevet des collèges, c'est le 28. C'est le 27 et 28. Oui, 27 et 28, donc une grève des surveillances. Bon, il y a surveillance des examens, il y a déjà eu, et puis ça continue. Il y a des enseignants qui refusent de faire les surveillances d'examen. Et puis après, bien sûr, à la rentrée, je pense qu'il y aura des mouvements. Des mobilisations des enseignants, bien sûr. Ça permet de médiatiser, quoi. De toute façon, là, on sait très bien le bac se déroule, tout fait. Mais les grèves de surveillance, le fort taux de grévistes, et il y aura aussi le jeudi 27. Ça permet de faire parler, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, si on est là pour en parler, c'est parce qu'on a fait un peu de bruit. On te remercie pour ça.
de pouvoir en reparler. Mais c'est ça, voilà, c'est pas vrai que tout est un long fleuve tranquille, tout va bien. Au moins, ça hashtag pas de vague. Voilà, oui, pas de vague, c'est ça. Au moins, on se trouve cocotier un petit peu, au moins qu'il y a un mécontentement profond qui se voit pas toujours, mais qui est là. On peut déjà se dire là, nous, qu'on va essayer pour la rentrée, comme tu dis, d'essayer de voir pour une grosse date, en effet, pour défendre l'école de la République et toute organisation ou non-organisation. Par exemple, le Gilets jaunes n'a pas d'organisation véritable. Et venir en soutien, parce que je pense que c'est logique de défendre notre école. Je pense que oui, ça concerne tout le monde. Oui, absolument, ça concerne toute la société. Bien sûr. Si on est là, la transformation de la société française, vraiment, qui est en jeu de ce que je perçois moi. Oui. Et il n'y a pas que, ne sont pas concernés évidemment que les enseignants. Hein, c'est vraiment les parents, tout le monde est concerné. La qualité de l'éducation. Ça marche. Bon bah voilà, merci à vous en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et on reste donc au courant et informé des futures mobilisations des enseignants, des stylos rouges, des syndicats également. Donc merci CGT, celui des stylos rouges à participer. Et voilà, les amis, on lâche rien. Au revoir. Au revoir.